Ramadan à moi, présenté par Christophe, sur France Maghreb et France Maghreb 2. Et tous les jours à la rencontre d'une nouvelle personnalité, d'un nouveau personnage. Et aujourd'hui, quelqu'un que l'on a reçu il n'y a pas si longtemps, qui nous a d'ailleurs raconté un témoignage très fort. Il est directeur exécutif du Secours Islamique. Alors, je vais essayer de prononcer votre nom et votre prénom sans trop l'écorcher. Mahiddin Khalladi. Voilà. Eh ben c'est pas mal, j'y suis arrivé. Bravo. Msahtek Christophe. Alors bonjour, salam alaikum, bienvenue. Merci de m'inviter, Christophe. Eh ben, c'est un plaisir en tout cas. En plus, on vous a reçu, donc je disais, il n'y a pas très longtemps, via votre ONG, le Secours Islamique, dont vous êtes le directeur exécutif, pour nous parler de ce déplacement que vous avez fait du côté de la Somalie. Témoignage très fort. Si vous l'avez pas écouté, allez sur le site www.francemaghreb2.fr pour podcaster cette émission, parce que franchement c'est une bonne piqûre de rappel pour tous ceux là qui ignorent qu'il y a des choses atroces qui se passent sur cette planète. Alors Mahiddin, on va parler un petit peu de toi aujourd'hui, puisque tu es né à Blida en Algérie. Ouais, de 10 avril 1964. Chose rare, j'allais dire, mon père et ma mère sont nés le même jour aussi, le 10 avril. Ah, donc alors le pourquoi j'en sais 10 avril, c'est d'accord, une date porte-bonheur a priori dans la famille. J'en sais rien, mais c'est une situation assez particulière. Bon, alors d'abord, est-ce que, avant de parler de ton Ramadan à toi, est-ce que tu peux nous parler de quelques souvenirs briefs que tu as de ta jeune enfance du côté de Blida lors de l'arrivée du Ramadan? Alors, je me souviens de mon premier jour jeûné. On a une tradition à Blida, c'est que quand le Maghreb arrive et qu'on veut rompre le jeûne, ouais. Le petit enfant qui a jeûné ça pour la première fois, ouais. On le fait monter dans un endroit le plus haut de la maison, hein, quitte à le mettre sur un escabeau. Je me souviens, je suis monté sur un grand escabeau, et puis tout le monde autour de moi, donc il y avait mes grands cousins, et je me souviens, il y avait mes oncles et mes tantes qui étaient là, et puis voilà, chacun me donnait une pièce d'argent pour le premier jour jeûner, avec une boisson sherbet, spécialité de Blidienne. Donc on rompt le jeûne avec sherbet, avec les dates, et puis de l'argent qui arrive pour encourager l'enfant. Et je me souviens très très bien de ce jour-là, parce que il m'a marqué d'ailleurs. D'accord. Voilà. Donc ça c'est la tradition du côté de Blida, Blida, pour ceux qui connaissent. Ouais, voilà. Donc après je l'ai fait avec mes enfants dernièrement aussi. Donc ah voilà. Oui. Bon, t'auras même en France. Nous raconter tout ça. Ouais. Les traditions qui viennent de Blida, qui arrivent en France, c'est très bien. Alors des souvenirs plus précis par rapport au Ramadan lors de ton enfance. Quelle était l'ambiance qui régnait à Blida? Qu'est-ce qui se passait en journée, par exemple? Tiens. En journée, mais ça dépend aussi les périodes. Quand on est en période d'été, ouais. Parce que mon adolescence c'était à peu près, on était, donc c'était septembre, août, voilà, ça descend, vous savez, parce que ça descend par 10 jours. Donc en fin de compte, la vie change un peu, puisque le matin, donc quand il fait chaud, le jour, à part donc d'aller faire les courses, la vie n'est pas il fait chaud comme un blizzard, c'est une cuvette, hein, ouais, donc elle est ouais. entre les montagnes, etc., de Chléa. On n'est pas loin d'Alger, mais c'est une ville qui est plus chaude en été par rapport à Alger, et plus froide, voilà, il fait plus frais en hiver. D'accord. Et par contre le soir c'est très animé, donc on a tous les commerces qui s'ouvrent, notamment les commerces quand l'Aïd s'approche, donc acheter les costumes, les habits, etc. Donc tout ça ouvre. Et puis bien sûr il y a une grande activité dans les mosquées, parce que les mosquées sont pleines, les gens même prient des fois quand dans les petites mosquées jusqu'à l'extérieur, etc. Donc il y a une ferveur aussi religieuse très intéressante, et peut-être très particulière à Blida même, parce que donc dans mon adolescence on avait construit la grande mosquée là-bas, c'est la mosquée El Kawthar avec 4 minarets, de temps en temps on la voit dans la télé, et c'était pour nous une vraie curiosité d'aller faire la prière Tarawih, donc la prière du soir, dans la grande mosquée d'Al Kawthar de Blida. D'accord. Alors quel type d'éducation as-tu reçu lors de ton enfance? C'était une éducation assez stricte, ou alors assez
assez tranquille, Non, plutôt non. équilibré, on va dire. Oui, on est assez tranquille. Mon père est enseignant, donc il est francophone. Ouais. Voilà, donc on a eu la double culture, même en Algérie. Hein. J'ai été francophone en Algérie. Mes études étaient en français, etc. jusqu'à l'université. Parce que j'ai fait l'équivalent jusqu'à la maîtrise en Algérie, à l'université d'Alger. Puis après, je suis venu à l'université de Grenoble ici. Non, non, j'ai eu une éducation, je veux dire, assez traditionnelle, assez familiale. Mon grand-père était un grand cadi, donc un juge selon le statut indigène qu'a la France là-bas. Donc c'est ce qu'on appelle tout ce qui est le qada al-shar'i, c'est-à-dire que tout ce qui est jugement touchant les familles, etc. Ouais. Ça a été jusqu'à 68, donc c'était parmi les derniers. Donc on est assez traditionnel, mais pas fermé. Voilà. D'accord. Oui. Quand même on garde quelques traditions, mais Ouais. sans trop se renfermer, quoi. Ouais, Non, d'accord. ouais. Alors, à quel âge est intervenu le premier vrai Ramadan pour toi? Alors le premier jour de le fameux escabeau, je pense que j'avais 6 ans. Il me Ah semble ouais. que j'avais 6-7 ans, voilà. C'était un jour pendant ce mois. Après, l'année suivante, j'en ai fait 2 ou 3. Et puis voilà, jusqu'à l'âge... Et puis je pense l'âge de 11 ans, 12 ans, on commençait à faire le ramadan en entier. Mais, enfin, pour le mois entier. Mais sinon, bon, à partir de Une 6 volonté ans... personnelle ou alors c'était une demande des parents? Non, c'est plus la maman là. C'est plus la maman qui de temps en temps, on voit. Bon, là, les journées étaient courtes. C'était donc fin de l'automne, début de l'hiver. Donc ça va. On pouvait faire le jeûne à ce moment. D'accord. Et le papa, regard admiratif? Le papa est assez discret, hein, donc c'est un peu la personnalité algérienne, hein, donc qui exprime pas beaucoup les émotions, voilà. Ouais. Donc on est un peu admiratif, oui, parce que il y a des cadeaux qui ont suivi derrière, voilà. Donc mais je pense que c'est la maman qui a vraiment peut-être insisté quand on était jeune, cette partie, on va dire traditionnelle, un peu religieuse, donc elle a insisté sur les prières, etc. Mais sans violence, voilà, Ouais. juste avec une certaine façon d'être. Alors, est-ce que tu te souviens comment occupais-tu tes journées lors de ton premier vrai Ramadan? C'était quoi une journée type? Bon, je n'ose pas dire, hein, parce qu'on dormait Ouais. quand pendant les vacances. Ouais. Donc, voilà, donc on essaye de ne pas faire trop d'efforts parce que quand on est jeune, adolescent, on essaie de ne pas faire trop d'efforts parce que voilà, c'est l'énergie qu'on voudrait pas dépenser pour la garder, etc. Donc la journée type, voilà, on essaye le matin, on se réveille pas tôt. Donc c'est en fin de matinée, on se réveille et puis voilà, il n'y a pas de petit déj, donc voilà, on essaie d'équilibrer. À l'époque, la télé commençait, je pense, à 16h, donc on n'avait pas une télé qui fait 24/24 comme maintenant, etc. Donc je sortais avec mes amis dehors, un coin sous l'ombre, voilà, on essaye d'être avec les amis. À l'adolescence, j'ai commencé donc une pratique religieuse, donc la prière vers 15 ans, donc plus assidu, on va dire, parce que on le faisait, on l'arrêtait, mais après derrière, à ce moment-là, de temps en temps, on allait à la mosquée, etc. Et le soir, voilà, on jouait, on appelle un jeu qui s'appelle le Khatem. Le Khatem, c'est la bague. Je sais Ouais. pas si tu as entendu parler. Non. Mais voilà, les bagues, donc c'est une équipe qui se met l'une en face de l'autre. Et puis derrière, il y a une bague, il y a quelqu'un qui va la placer dans la main d'un autre. Et puis par élimination, on va travailler à éliminer la main droite, la main gauche. Si on se trompe, on se fait éliminer. Sinon, on continue. Et si tu récupères le Khatem, ça passe dans l'autre équipe. Et on passait quelques temps comme ça. Donc ça ne demandait pas trop de moyens. Mais on arrivait quand même à trouver, voilà, on avait ce type de jeu pendant le Ramadan parce que c'était calme. C'était le soir, la nuit, on jouait ça aussi. C'est une ambiance vraiment particulière, le Ramadan en Algérie? Oui, voilà. Moi, je pense que le rythme de vie change, le rythme scolaire change. Donc, nos écoles, on quitte plus à 17h, mais à 16h. Voilà, donc l'administration change de rythme, etc. Ce que je peux peut-être regretter quand je suis arrivé en France et je fais la comparaison, notamment avec mon métier actuel au sein du Secours islamique, c'est que le rythme change avec un peu de paresse. Et ça me désole parce que le Ramadan, normalement, on est plus léger. Donc, on peut bouger, notamment quand les journées sont courtes. Ouais. Peut-être ça, c'est un petit bémol dans la culture, l'ambiance générale. C'est-à-dire Ramadan rime peut-être avec un manque de Ouais. production de travail. Ouais. Ça me désole quand même parce que je pense que le Ramadan, il n'y a pas de raison parce que rapidement, on dépasse les choses. Les 2 premiers jours, peut-être pour ceux qui n'ont pas l'habitude de jeûner, vont être difficiles. Puis après, derrière, il n'y a pas de problème.
Alors, Voilà. quel était ton choix concernant ton futur métier à l'époque, adolescent? Qu'est-ce que Alors- tu voulais faire comme métier? Alors, adolescent, je voulais faire un métier d'enseignant-chercheur. Ouais. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait mon doctorat. J'ai poursuivi mes études jusqu'à un doctorat à l'université de Grenoble ici. Mhm. Donc quand j'étais au lycée, donc ça s'est traduit pendant le lycée, hein, donc où j'avais un grand cousin qui avait fait son doctorat et donc je l'ai pris comme modèle. Et je me suis dit je vais faire ce métier-là parce que ça m'intéresse. D'ailleurs j'avais déjà commencé à enseigner d'une manière sociale, hein. On avait un local Ouais. dans lequel je donnais les cours de soutien scolaire, des gens que je dépassais de 2-3 ans, donc moi j'étais en terminale, eux ils étaient en seconde, Mhm. j'enseignais quand même, puis à l'université aussi, donc j'avais cette activité sociale, ce qu'on appelait nous le soutien scolaire, qu'on le faisait de manière gratuite, donc dans des locaux associatifs ou des fois dans la grande mosquée El Kawthar, hein, dont j'ai cité, parce qu'elle c'est vrai qu'on avait pu bénéficier des salles donc de cours en bas, ce qui nous a permis voilà de former plusieurs jeunes lycéens abdidins. D'accord. Alors, le parcours scolaire se poursuit et donc tu me dis à Alger pour l'université. Voilà, l'université Dans un premier Alger. temps, hein. Ouais, voilà, le bac en 82, l'année de la Coupe du Monde. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Quel souvenir. Bien sûr. Et le Ramadan. D'ailleurs, le résultat du bac ont été proclamés le Ramadan. C'était pendant le Ramadan. D'accord. Ouais, c'était début juillet. Ouais. Et donc voilà, donc ça m'a marqué parce que effectivement, donc il y avait mon frère et moi qui passons le bac la même année. Et donc tu lui donnes C'est l'année de la célébrissime triche. aïe aïe en aïe, défaveur entre les d'Algérie. Autrichiens. Ouh là là, ça c'est. D'ailleurs, depuis ça- les règles ont changé quand même. Heureusement. Grâce à ça. Heureusement, ouais. Et heureusement, et donc le match contre l'Allemagne, etc. C'était pendant le Ramadan, je pense. C'était une hein. grande équipe de foot. Hein, Ouais, l'Algérie. c'est la meilleure équipe de 82. Donc Ouais. voilà. 82, 86. Ouais, mais 82 était encore meilleur et je pense qu'elle était meilleure. C'était la et je pense- Barsadane qui était ouais. déjà au commandant. Et c'était la seule équipe d'ailleurs. Non, c'était Khalef. Khalef. C'était Mahidine Saadan Khalef, était ouais. après alors. Saadan est venu après dans 86. D'accord. Mahidine Khalef qui était un ancien joueur ici, je pense à Saint-Étienne, une fois je sais plus où il jouait. Ouais. Et non, c'était la seule équipe, je pense, qui avait 6 points et qui a été éliminée. Ouais. Voilà, je pense plus bon pour différentes raisons. Ce qui est aussi, donc, un scandale. Hein, voilà, c'est- exactement. Donc, Ouais. non, c'était l'année de mon bac d'ailleurs. Donc, c'est pour ça qu'on se souvient très bien. Donc, Ouais. et c'était, je sais que le bac, on était c'était mon frère qui est parti au lycée, puis il est venu. Moi, j'étais à la maison. Il me dit voilà, on l'a eu tous les deux. Puis voilà, C'était un beau cadeau finalement, Ah, 21 ans après l'indépendance, que de réussir un tel parcours en Coupe du Monde. Ah ouais. Donc, c'est pour tous les fans de foot. Donc, moi, j'y étais. Un peu moins maintenant, mais je l'étais vraiment à l'époque. Mon frère un peu moins, Bourg, il n'était pas du tout branché foot, donc lui n'était pas du tout foot. Et donc nous, quand on avait l'équipe d'Algérie, donc le match de l'Allemagne, c'est inoubliable, hein, effectivement. Ouais, c'est inoubliable. Mm. Alors, D'ailleurs, le bac a été avancé, tout a été avancé hein, pour bah, cette Coupe du Monde. forcément, c'est un petit peu comme l'Algérie Ouais. en Coupe du Monde en 2010 là. Ouais. On a l'impression que c'était, bah Ouf, oui, ouf. voilà. Ouais. peut-être un peu trop parfois. Ouais. Donc, alors, on continue avec ce parcours scolaire donc qui t'emmène à Alger. Blida Alger, pour situer, pour ceux qui connaissent pas, c'est loin. Ouais, non, c'est 50 km. Bon, ça va. On avait donc les trains. C'est considéré comme presque un train de banlieue, même Ouais. si Blida, culturellement, ne peut jamais a toujours refusé d'être la banlieue d'Alger parce que c'est deux cultures très différentes. Hein, Mhm. et donc, j'étais à l'université de Bebzouar, elle s'appelle Université Ouari Boumediene, donc l'USTHB, c'est une des plus grandes universités d'Afrique d'ailleurs. Université de sciences et technologies. Moi, j'ai fait un parcours scientifique. Donc après j'ai fait un DEUG et puis une maîtrise, l'équivalent de maîtrise, hein, on l'appelait à l'époque DES, je ne sais plus comment il s'appelle maintenant, LMD je pense. Ils ont adopté le même système maintenant, Mhm. mais c'est l'équivalent d'une maîtrise de mathématiques appliquées. Et puis je suis venu faire, donc j'ai eu une bourse d'études et je suis venu faire donc un DEA, donc le Master 2, l'équivalent de Master 2 maintenant, Ouais. à l'université de Grenoble, et je me suis orienté vers les statistiques. Donc c'était mathématiques appliquées, j'ai pris option probabilité statistique. J'ai fait les statistiques et puis après, dans mon doctorat, j'ai choisi les statistiques, l'application appliquée en sciences humaines. Donc je me suis orienté plus vers les sciences humaines qui m'attiraient de plus en plus, qui m'éloignaient un peu plus des sciences dures, j'allais dire. Et puis voilà, donc les sciences humaines m'attiraient de plus en plus. Et puis donc ça m'a permis de travailler un peu sur des données très très intéressantes. Et puis alors j'ai fini mon doctorat, je suis arrivé en 86, donc entre les différentes péripéties, etc. Donc le doctorat je le soutiens, voilà, 93. D'accord. Donc j'avais fait 5 ans au lieu de 4 ans. Bon voilà, ça.
Très bien. Alors comment on passe de Alger à Grenoble là? Qu'est-ce qui se passe dans ton parcours là? Alors un choc, sauf qu'il y a quelque chose qui m'a un peu, c'est que Grenoble est entouré de montagnes. Ouais. D'ailleurs Stendhal disait une très jolie phrase, il dit au bout de chaque rue une montagne. Effectivement, quand tu es sur Grenoble, là c'est une ville qui m'a marqué. Donc 10 ans à Grenoble. Cuvette. Ah ouais, c'est une belle petite cuvette et puis très sympa. Et puis Blida, elle est pas, c'est pas une cuvette, enfin une mini cuvette par rapport à Grenoble. On n'a pas des montagnes à 2000 mètres, mais on a Chléra quand même à 1600 mètres, etc. Et c'est une petite Donc cuvette t'étais aussi. pas trop dépaysé. Voilà, finalement. donc d'ailleurs c'était la première lettre quand j'ai écrit à mes parents. Enfin, j'avais dit voilà, ça me ressemble, ça me rappelle un peu Grenoble, Blida. Donc j'ai au moins voilà, on avait ça, mais c'était très dur. Donc moi je suis arrivé au mois d'octobre pour les inscriptions. Alors pourquoi ce choix de venir en France? Ben, c'était parce que le doctorat, il n'y avait pas encore de formation de troisième cycle en Algérie, ça commençait. Ouais. Et donc ce qu'ils faisaient, les 3 meilleurs de chaque filière, ils les envoyaient donc par option. Donc on était sur plusieurs options en mathématiques. Donc l'option statistique, voilà, j'étais parmi les 3 premiers. Donc on nous a donné une bourse. Voilà, nous on faisait un choix entre soit l'Angleterre, les États-Unis ou la France. Après c'est l'administration algérienne qui choisit. C'est pas nous qui avons choisi le pays voilà. Après donc moi j'avais les 3 pays et puis voilà, donc ça s'est tombé sur la France. Grenoble, pourquoi? Parce que voilà, je vous parlais de mon cousin, lui il était à Grenoble. D'accord. Donc il y avait une attache familiale quand même. Voilà, donc du coup, enfin il était revenu, il avait fait son doctorat d'état lui. Ouais. Donc du coup, il m'avait conseillé, voilà, il m'a dit voilà, il m'avait envoyé. Première fois qu'on vient en France pour toi? Non, oui, Grenoble, oui, la première. Non, parce que je suis venu en 83. Ouais. 83, quand j'ai reçu mon bac, l'année suivante, je suis venu faire un saut à Paris. Je suis resté 6 jours du côté de l'Arc de Triomphe, donc j'ai fait le touriste donc pendant une semaine. Ouais. Donc une petite semaine, le temps que je vide mes poches et puis je repars. Voilà. Ouais. Voilà. Donc on avait ça. Sinon j'étais en Allemagne aussi, donc j'avais fait 2 ans plus tard, j'avais fait l'Allemagne. Je suis resté 1 mois chez des amis. On a fait le tour de l'Allemagne aussi entre. T'étais déjà un grand vagabond alors finalement. Oui, voilà. Donc c'est quelque chose. Je pense voilà, c'est voyager, c'est quelque chose qui me fait pas peur. Ouais. Voilà. Donc Et les parents, lorsque t'es parti t'installer en France définitivement ou presque définitivement, voilà, qu'est-ce qu'ils ont ressenti? Voilà, c'était pas définitif. Voilà. Ouais, donc c'était faire un doctorat et revenir en Algérie. Voilà. Ouais, sauf que donc t'es pas revenu en fait. Voilà, c'est comme ça que je suis pas revenu. Voilà, pour différentes raisons. Voilà, des difficultés, notamment voilà, la période des années 90 qui était un peu particulière. Ouais. Et puis voilà, donc non, parce que je retournais chaque année, voilà, donc il y avait pas de coupure, Alors le premier Ramadan en France. Aïe. Celui-là, c'était mois de mai. Alors la rupture de jeûne se faisait presque à 10 heures. C'était, voilà, c'était. Aïe, ça c'était dur. Alors heureusement que. Alors en quoi il était dur? Parce qu'il y avait une ambiance qui était évidemment beaucoup moins importante qu'à Blida en Algérie, ou c'est parce qu'il y avait l'absence de la famille, c'était un petit peu maussade, t'avais pas d'odeur, c'était quoi? Ouais, fondamentalement c'est ça, c'est le manque qu'il y avait pas de famille, donc c'était très difficile. Alors on compensait ça avec un engagement social de ma part, où on était quand même, moi je fréquentais les mosquées, donc on arrivait, il y avait de plus en plus de familles installées ici qui nous invitaient, tel jour on est invité chez telle personne, etc. Alors il y avait une solidarité quand même. Oui, voilà, une solidarité, une sorte de mettre à l'aise les étudiants étrangers qui arrivaient. Ouais. Donc à Grenoble les gens sont très sympas, je me souviens, voilà, j'ai mangé chez des gens divers que j'arrive même pas à retenir leur nom, mais on a le Ramadan à l'époque n'était pas aussi important que maintenant, oui, en France. Oui, voilà, je pense que l'impact était, voilà, c'était presque invisible, j'allais dire, voilà. D'ailleurs, beaucoup faisaient le choix, à tort ou à raison, on n'est pas là pour les juger, mais quand ils arrivaient du pays d'origine, parce que c'était tellement maussade que ça sentait rien du tout le Ramadan en France, que beaucoup ne le faisaient pas. Oui, mais même actuellement, il y a encore je sais qu'il y a des gens, si il le faut pas, hein, voilà, donc il y a des choix comme ça. D'après les chiffres, 71% des musulmans le font, voilà. Ouais, mais je pense, en France, en 86, 87, je pense que c'était beaucoup moins que ça, peut-être, oui, voilà. Ça, certes, oui. Voilà. Et donc du coup, donc c'était ça, et puis le repère, on va dire presque culinaire, c'est-à-dire que le Ramadan, on a une tradition, je vous donne un exemple, des anecdotes. En Blida, on mange jamais les pâtes, donc les spaghettis pendant le
ramadan. Ça, on les voit pas. Ouais. Je suis invité donc chez un ami tunisien, bah, il me met des spaghettis, etc. Ah tu oui. vois. Donc voilà, bien sûr, je lui dis rien, je mange, mais moi, je lui dis, allez où la soupe? Ouais. On commence par la shorba. Ah, la shorba de maman, hein. Ah bah voilà, donc je lui dis, la soupe, il dit non, nous on fait ça. Je lui dis, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Ouais. Ce jeu, je n'ai rien dit, je n'ai rien contre donc j'ai beaucoup apprécié c'était un sfaxi, donc c'était excellent, le spaghetti sfaxi, etc. Mais bon, voilà, donc c'est des choix comme ça, différents, où je me souviens une fois, là, à ce moment-là, j'étais marié, et un couple d'amis marocains nous invite, et donc, bah, ils nous posent, voilà, ils nous un peu le harira, donc on mange le harira, un peu le sucrure, etc. Bah, il y a toujours le deuxième plat. Et là, on voit pas le deuxième plat arriver, on se dit, bon, ils l'ont pas fait, c'est pas grave, donc, on demande encore un autre bol de harira, comme ça permet de faire le deuxième plat. Et puis on va faire la prière, on revient, puis il me dépose un gros poulet. Je lui dis, c'est quoi ça? Il me dit, nous on mange en 2 temps. Je lui dis, non, je savais pas ça. Ah ouais. Contrairement aux Algériens, ils mettent tout sur la table. Voilà, et ils on met mangent. sur la table, vous mangez, puis là vous êtes rassasié, vous arrêtez, puis voilà, c'est tout. Bon. Là, chez quelques amis marocains, c'est en 2 étapes, voilà. Donc c'est pas l'heure de manger, mais en tout cas, on se retrouve dans un instant avec le choix musical de l'invité. C'est une petite nouveauté dans l'émission. À tout de suite. Ramadan à moi, présenté par Christophe, sur France Maghreb et France Maghreb 2. Bienvenue à tous sur votre radio France Maghreb 2 dans mon Ramadan, celui aujourd'hui de Meheddine Khaledi. Voilà, très bien. Ah, pas mal, hein. Ouais. Il y a du progrès quand même. Yes. Bon, alors, petite nouveauté dans cette émission, après la pub, deuxième partie, histoire de bien commencer la deuxième partie, le choix musical de l'invité qui a choisi... Bon, je suis pas très étonné finalement, hein, quand même, quelqu'un qui a vécu à Blida et à Alger aussi, que de choisir du charabé, il y a rien d'original. Ah, non. Hein? Bah non. Alors pourquoi Galawabi d'abord? Bah, Galouabi parce que ça reste une personnalité extrêmement importante du charbi algérien. Et Allah yarhamou, qui est décédé donc il y a quelques années. Pendant non, j'étais en Algérie quand il est décédé. Et puis voilà, une des choses c'est que quand on l'écoute, non seulement il y a la mélodie, mais c'est un des rares qui prononce très bien les lettres et l'arabe, et donc on vit avec lui et on sent bien on sent bien les mots. Donc voilà, donc du coup imprégné de charbi parce que mon père écoutait beaucoup de charbi, etc. Je vous aurais choisi un blidéen, mais je pense que j'aurais peut-être mis une colle, c'est Rachid Noné, qui est un des plus grands chanteurs de charbi blida, qui est décédé aussi. J'ai quelques CD à la maison d'ailleurs, un petit jour je vous les passerai. Rachid Nouni, je trouve c'est très 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 bien. Donc j'ai essayé j'ai choisi un chanteur charbi emblématique qui était Hachmi Galouabi. On l'écoute maintenant dans mon Ramadan, celui de Meheddine Khaledi. Voilà, Hachmi Galouabi à l'instant, très belle chanson, et c'est le choix de l'invité donc d'aujourd'hui de mon Ramadan. Moi, petite nouveauté dans cette émission, histoire de bien découvrir et d'aller au fond des personnages que nous recevons chaque jour dans cette émission. Alors pour cette deuxième partie, on en était arrivé donc à Grenoble avec cette arrivée en France, à l'université bien sûr, avec ce premier Ramadan en France quelque peu maussade, on peut le dire, et donc les fameuses pâtes dont tu n'avais pas vraiment l'habitude. Oui, voilà. Hein, pour couper le Ramadan. Mais je ne vais pas avoir des remarques de mes frères tunisiens. Non, mais c'est voilà, c'est juste voilà, c'était surprenant. Mais après on s'est habitué en fin de compte à manger chez d'autres personnes. Et donc du coup on s'adapte maintenant. Après moi j'ai une curiosité aussi là-dessus, donc voilà, il n'y a pas de raison. Et puis la deuxième année, ce qu'on fait, on crée une association estudiantine culturelle. Après derrière, pendant le Ramadan, ce qu'on fait, on organise des repas collectifs aux étudiants dans les résidences universitaires. D'accord, donc ça commence déjà de là, la générosité là. Ouais, voilà, donc peut-être cet engagement social, je pense, il est, comme je vous ai dit, en Algérie, je faisais le soutien scolaire. Là, je me souviens, on organisait alors pendant quelques années quand même, donc on appelait ça les journées socioculturelles du Ramadan. Donc c'était les 4 samedis du mois de Ramadan, on organisait. Alors on était des étudiants, on n'avait pas de sous, donc ce qu'on faisait, on a demandé aux familles donc les 5 ou 6 mosquées grenoblois, je leur ai demandé est-ce qu'ils peuvent, les familles peuvent nous préparer à manger. Chacun prépare sa
sa soupe. Hein. Après, à nous de mettre un menu harmonieux entre les gens. Bah, on avait jusqu'à 300 personnes à un moment donné, hein, donc c'était très intéressant. D'accord. Et donc avec une activité culturelle qui accompagne ce côté social. On faisait ça, je me souviens, à la résidence ouest, au campus de Grenoble. D'accord. Parce que c'est une grande salle qui nous a été, voilà, qui nous est prêtée par la résidence. Et donc, voilà, un travail très intéressant. Et en même temps, d'ailleurs, c'était le moment où j'avais croisé le Secours islamique, parce que c'était donc les débuts des années 90. On avait la crise des Balkans, et la crise bosniaque. Donc, le drame bosniaque qui avait lieu à 2 heures de vol de Paris, hein, à Sarajevo. Ouais. Et donc, du coup, il y avait des représentants du Secours islamique qui venaient à Grenoble, etc., pendant le Ramadan. Et je me souviens, ils installaient ils faisaient de l'information, donc on installait des tables comme on le fait maintenant, hein. Donc on installe des tables, des prospectus, enfin, des informations sur le Secours islamique, et c'était principalement, on parlait de la Bosnie. D'accord. Bah, de fil en aiguille, voilà, on a organisé après, je me souviens, mais ça c'est pendant le Ramadan, on a organisé un tournoi, non, en dehors du Ramadan quand même. C'était un tournoi de foot, donc on a pris 4 ou 5 associations estudiantines au campus, et on appelait ça le tournoi de la Bosnie. Donc ça permet de cotiser, on avait cotisé jusqu'à 1000 francs qu'on envoyait au Secours islamique. Voilà. Alors, les années se passent, et qu'est-ce qui se passe après Grenoble alors ? Alors après Grenoble, voilà, j'ai ce contact avec le Secours islamique qui avait débuté donc par un partenariat entre les associations, etc., que je dirigeais donc à Grenoble. Et puis voilà, Rachid Lahlou, le fondateur du CIF, il venait me dire, Mahidine, bon, on a besoin de toi, est-ce que tu peux nous donner un coup de main à Paris ? Donc première année, je lui dis non, j'avais des choses à, je sais plus ce que j'avais, donc j'ai décliné, je lui dis encore une année. Il est revenu à la charge, il a insisté, hein, donc deuxième année, puis en fin 95, je rejoins donc le Secours islamique ici à Paris. Et donc début 96, je quitte à mon grand regret la belle ville de Grenoble. D'accord. Voilà. Pour venir s'installer dans la belle région capitale parisienne. Aïe. Alors, ouais. Justement, ça change là aussi le Ramadan, la première Ramadan à Paris. Ce qui change, c'est pas le fait que ce soit pas. Oui, et ça change parce que on avait quand même. En fait, comment on peut résumer, Paris, ça se résume quand on parle de métro, boulot, dodo. Quand on vient de la province, on le sent réellement. Et puis il y a pas de dimension sociale dans nos relations. Moi, quand j'étais à Grenoble, donc on s'invitait beaucoup. Moi, après je me suis marié, donc j'avais à Grenoble. À Grenoble, oui, j'avais j'ai mon épouse aussi qui était étudiante, qui est décédée. Là, je prie Allah subhanahu wa ta'ala de l'agréer, Allah yarhamha inchallah, dans ce mois béni. Et donc par une maladie il y a 2 ans maintenant, enfin il y a 1 an et demi, et donc du coup donc voilà, on avait quand même un réseau social assez intéressant, donc on mangeait chez des gens, les gens mangeaient chez nous, etc. Ouais, il y avait un échange, un partage. Voilà. Donc, et le premier Ramadan avec madame, justement, quel est le souvenir? Le premier Ramadan avec madame, c'était un petit bol de soupe. Donc moi je suis issu d'une famille nombreuse, donc on est 9 frères et sœurs. Ouais. Voilà, donc je suis pile au milieu, donc on est 5 frères et voilà, c'est 4 sœurs, donc la table elle est importante, elle est imposante. Je pense que ma famille aime beaucoup la bonne nourriture. La bonne nourriture, et ma mère concoctait beaucoup de choses. Ouais. Voilà, donc ma regrettée épouse, voilà, donc elle arrive, une jeune mariée étudiante, voilà, donc elle essaye de faire de son mieux, puis on préparait que pour 2 personnes, voilà. Ouais. Donc c'était assez sympa quand même, c'était assez intime et sympa. Donc non, j'ai un bon souvenir parce que j'avais un studio dans la Sicile parisée, c'était à banlieue de Grenoble, une belle petite commune. Assez coquette, et donc c'était donc très intéressante, très intéressant. Puis comme je vous ai dit, donc rapidement, on s'invitait entre amis, voilà, et donc on se retrouvait à manger chez des gens, ou des gens mangeaient chez nous, etc. Donc c'était très intéressant, voilà. Très bien. Alors pour ce qui est des enfants maintenant, tu es papa. Ouais. De combien d'enfants? 5. 5. Ouais. Mashallah. Bien travaillé, hein. Ouais. Alors quel genre de papa es-tu avec eux pour leur expliquer le Ramadan, Mahidine?
Oh, je pense que j'essaie de garder cet équilibre entre toujours tradition et puis une vraie ouverture d'esprit. Voilà, donc ça a été le credo de ma vie, de ma famille en Algérie, de ma famille ici. Voilà, de leur montrer leurs origines, leur identité, et puis à eux de faire leur propre chemin, etc. Est-ce que parmi les 5, il y en a qui ont commencé à faire le ramadan? Oui, ouais, parce que l'aîné il a 20 ans. Ah voilà, ouais, donc voilà, donc et là j'ai les deux derniers, c'est des jumeaux qui ont 7 ans. 7 ans et demi, et donc l'année dernière il y avait ma belle-sœur qui les a encouragés. Je pense qu'ils ont fait une journée pleine, donc à 7 ans, voilà, presque 7 ans. Donc cette année, tu nous as dit que tu as refait cette tradition de l'escabeau. Oui, alors explique-nous comment tu as fait à Paris. Alors ce que j'ai fait, bon, j'habite en fait dans l'Oise, hein, donc et donc j'ai pris mon escabeau. J'ai un escabeau qui n'est pas aussi haut que ce que qu'on avait à Blida, donc il y avait quatre marches, donc je les ai fait monter. J'ai pris des photos d'ailleurs, et bon, le premier, donc il est monté, il a pris sa charbette, et puis il a eu pas des dinars mais des euros, voilà, donc très content d'ailleurs, et puis voilà, donc ça les a marqués. Cette année aussi, quand ils ont fait leur premier jour, j'étais chez leur grand-mère, voilà, donc leur tonton, etc., leur ont donné aussi voilà, des petites pièces d'euros à droite et à gauche. Voilà, ça va avec une petite tirelire qui devient un peu plus répolie. Madame étant partie, Yarhma, ça a été une épreuve dure pour la famille? Ouais, parce que c'est peut-être un des ramadans les plus tristes peut-être. C'était pendant Ramadan. Oui, enfin parce qu'elle a été pendant peut-être 10 mois hospitalisée, hein. Voilà, donc c'était un peu difficile, donc le Ramadan est tombé pendant ces 10 mois, et je me souviens, je restais avec elle avec sa maman, on restait jusqu'à tard le soir, donc on essayait de manger quelque chose comme ça pendant la rupture de jeûne, et puis on rentrait parce qu'à 8h il fallait quitter l'hôpital, donc on repartait, et puis le lendemain rebelote, etc. Voilà, ça a été assez dur, et puis voilà. Mais bon, ce qui nous a donné le courage, c'est qu'elle était très courageuse. Et donc c'est elle qui, quand ses amis venaient lui rendre visite, c'est elle qui leur remontait le moral, parce qu'elle avait un humour, elle avait une joie du vivre qui se dégageait, et puis surtout un relationnel avec les gens très important. Donc du coup ça donc je pense que c'était dur. D'ailleurs, quand je sais pas où j'étais dernièrement et on était ensemble là-bas, c'est vrai que ça m'a fait des souvenirs, donc de temps en temps de remettre comme ça des souvenirs, et puis voilà, comme on a les enfants, donc je sais que il faut s'en occuper, etc. Mais ce Ramadan-là c'est pas trop dur de rester un papa aujourd'hui avec 5 enfants? Ouais, mais bon, maintenant il y a la famille qui m'aide, etc. Voilà, donc de bien encadré. Voilà, c'est important, et puis je pense que il faut refaire sa vie, voilà, donc il y a une belle maman, voilà, donc il faudra trouver des équilibres, etc. Voilà, donc c'est un peu compliqué, et puis voilà. Mais pour revenir à ce mois donc à l'hôpital, c'est vrai que ça m'a marqué, et voilà, et ça restera gravé. Ouais. Alors, pour ce qui est de toi aujourd'hui, Mahdine, est-ce que tu as eu l'occasion de faire, voire quelques jours, ou peut-être un ramadan complet ailleurs qu'en France ou en Algérie? Si oui, où? Complet, non. Quelques jours alors? Quelques jours, oui, et dernièrement au Kenya et en Somalie. Donc l'avantage, c'est que sur le Kenya, au Somalie, c'est que bon, il fait plus chaud qu'ici. Mais pas au Kenya. Au Kenya, parce qu'on était à Nairobi. Et quand on était dans le nord, oui, il faisait beaucoup plus chaud. Donc on était dans la frontière somalienne. Donc là, il faisait chaud. Mais le jour est plus court. Voilà. D'accord. Donc on mange plus tôt. Voilà. Donc je pense. On a peut-être 2 heures, 3 heures en moins. Donc en 13 heures. Alors ici on jeûne, je pense 16 heures. On entend le adhan dans les rues? Comment ça se passe? Oui, à Nairobi, il y a les adhan, hein, parce qu'il y a une communauté musulmane assez importante. Donc la plupart d'origine somalienne, hein, d'ailleurs. Et donc il a construit quelques mosquées. Donc si vous passez à côté d'une mosquée, le adhan, on l'entend. En Somalie, on l'entend. En Mogadiscio, là vous l'entendez sans aucun problème. Donc du coup, on a jeûné. Donc avec en
en Kenya, on mangeait avec l'équipe du Secours islamique. Donc et sinon, à Mogadiscio, on a mangé dans l'hôtel. L'hôtel, voilà, il y avait beaucoup d'expatriés de pays du Moyen-Orient qui étaient là. Et donc voilà, on mangeait ensemble. C'était dans le forfait. Hein, donc ils ont organisé un repas. Et ça permet de connaître en même temps toutes les différentes manières de rompre le jeûne qui sont pas les mêmes. Hein. Vous l'avez découvert d'ailleurs assez jeune, Mehedine, parce que avec le fameux Tunisien là, les pâtes. Hein, l'ouverture d'esprit, ça commence déjà là. Ah ouais, ça c'est important. L'ouverture d'esprit, j'allais dire, et de l'appétit. Oui. Oui, voilà. Donc c'est une soupe blanche différente de ce qu'on a l'habitude. Ils mangent beaucoup de moutons en Somalie. Ouais. Voilà. Donc le riz, voilà, il est là présent le riz. C'est le riz, c'est le pain quoi ici. Voilà. Donc c'est exactement le riz. Mais très intéressant, les fritures, ils font les mêmes beignets, ce qu'on appelle donc sfinja, c'est-à-dire les beignets, voilà. Bah j'en ai trouvé en Somalie, les mêmes, exactement les mêmes. Ouais. Donc voilà, ça, je me suis dit tiens, ça c'est intéressant. Ouais. Voilà, de voir que je pense c'est aussi en indien, c'est un peu voilà. Donc c'est alors Kenya, Somalie, autre pays. Pendant le Ramadan, non, mine de rien, parce que au Secours islamique, le Ramadan, quand même, on privilégie la mobilisation des donateurs ici. Ouais. Donc, je bouge beaucoup. Par contre, je reste pas à Paris, je bouge beaucoup en province. Ouais. Voilà. Donc hier, j'étais à Caen. Voilà, Caen, Rennes. Voilà. Quand on a des rendez-vous, on discute avec, on parle, on sensibilise les gens, etc. On projette, etc. Donc voilà. Comment expliquer, Mehedine, justement, pardon, qu'en parlant du Ramadan, ce soit la période où les gens donnent le plus, ou sont les plus généreux? Est-ce que ça s'explique? Est-ce que par exemple si on imaginait qu'il y aurait plusieurs ramadans dans l'année, ça aurait peut-être pas autant d'impact? Je pense que non, il faut, pour que ce soit beau, il faut que ce soit une seule fois, voilà. Donc, mais bien que non, je pense que c'est une tradition quand même religieuse et prophétique, parce que le prophète était très généreux pendant le Ramadan. Ouais. Voilà, et on sait que les récompenses, comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc sont démultipliées. Donc les gens saisissent le Ramadan pour faire le maximum de dons, etc. D'accord. Je pense que ça se traduit aussi au Secours islamique, où effectivement on a une mobilisation plus importante que les autres mois de l'année, j'allais dire hors urgence, sauf quand il y a des urgences graves, que ce soit Ramadan par Ramadan, les donateurs du Secours islamique se mobilisent pendant les urgences aussi. Alors Mehedine, ça passe très vite, hein. On va conclure en un mot, juste reparler un petit peu du Secours islamique rapidement, et donc cette situation d'urgence dont tu nous avais parlé vendredi dernier dans la Corne de l'Afrique, donc en Somalie, un voyage que tu as fait qui n'est pas resté sans trace, bien au contraire. Ouais, donc ça c'est... Et tu me disais, je me rappelle que dans ta vie d'humanitaire, c'était le pire que tu aies vu. Ouais, je me suis remémorisé ces derniers jours et je me suis dit et redit la même chose aussi, c'est vraiment une des pires situations parce que vous êtes à jeûne, donc vous savez, vous jeûnez, vous marchez dans les camps, on ne sait même pas si les gens ont la force de jeûner, enfin je ne sais pas de quoi manger, qu'est-ce qu'ils vont faire, je vois des enfants manger un peu, etc. Donc et je sais qu'ils n'ont pas, parce que les gens autour d'eux, ils n'ont rien. Donc les gens sont une famille entassée à côté de l'autre, ils étaient l'une à côté de l'autre. Ils n'ont rien. Ceux qui ont peut-être pu, voilà, avec un peu de bois, un peu de charbon, j'ai vu une dame essayer de concocter quelque chose. Et puis les personnes, la plupart des personnes étaient, je pense, attendez qu'on leur ramène à manger. Si quelqu'un aimerait bien leur ramener quelque chose, etc. Juste, Mehedine, rappelle-nous un petit peu de cette histoire que tu nous racontais, mais très rapidement, que lorsque tu es arrivé dans un camp, dans un village, et que tu as vu tous ces enfants qui d'habitude seraient un brouhaha parce que normal ils s'amusent, ne pas pouvoir la force de bouger. Voilà, ça c'est terrible quand vous arrivez dans un endroit où il y a énormément d'enfants qui sont rassemblés, donc dans ce camp à Mogadiscio. Et à un moment donné, ce qui m'a frappé, c'est que voilà, on se dit quand il y a autant d'enfants, en général, ça fait tellement de brouhaha, les gens bougent, etc. Ouais. Là, du coup, les gens soit ils pleurent pour ceux qui ont des maladies ou qui ont mal ou qui ont faim, probablement. Et puis les autres, ils sont assis en train de regarder, donc juste avec les yeux, l'expression des yeux. D'ailleurs, j'ai pris quelques photos en essayant de focaliser sur les yeux. Et je vous dis, il y a des yeux il y a des regards que j'oublie pas, qui à l'instant, je vous parle là, et j'ai deux enfants, un habillé en jaune, l'autre habillé en rouge, je pense, avec des yeux qui fixaient. Et là, les yeux parlent énormément. Alors pour donner au Secours islamique, www.secours-islamique.org,
secours-islamique.org ou 01 60 14 14 14. Donc les dons en ligne sont ouverts et sont sécurisés. Voilà, Zakat al-Fitr pour la Corne d'Afrique ou ailleurs, hein, pour la Palestine aussi, parce que la Palestine on parle beaucoup de Gaza, mais la Cisjordanie, je voulais juste dire un mot aussi, la pauvreté dans les 18 derniers mois a énormément chuté selon nos études aussi. Donc voilà, donc la pauvreté a beaucoup augmenté et la situation donc Cisjordaniens est de plus en plus difficile aussi, parce que Gaza, c'est vrai qu'il y a une dimension politique, mais en Cisjordanie il y a une dimension humanitaire extrêmement aussi grave, et il faut pas les oublier. C'est pour ça que le Secours islamique a ouvert des travaux cette année et pour la Cisjordanie et pour Gaza. De l'Afrique. Voilà. Et Gaza aussi. Voilà, et Corne d'Afrique bien sûr, avec cette urgence majeure. Mais Haddin, on va terminer par une petite tradition dans cette émission, c'est un choix à faire parmi 3 questions que j'ai à te poser. Et tu nous expliques pourquoi, enfin, si tu veux. D'accord. Mon Ramadan à moi, présenté par Christophe, sur France Maghreb et France Maghreb 2. Alors, premier choix facile pour toi, je suis sûr. Shorba ou Halela? Shorba. Sans aucun problème. Ouais. Médine ou El Quds? Médine. Pourquoi? C'est une ville qui est devenue shérifa, qui est devenue noble par la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et enfin, donc voilà. Enfin, état laïque ou état religieux? Où ça, vous parlez de la France ou de n'importe quel pays, de la configuration qui vous plaît le mieux, dans lequel vous vous sentez mieux, un état laïque ou un état religieux? Je pense qu'un état laïque qui donne la liberté à tous pourrait être une bonne solution. Très bien, bah c'est pas mal. Merci beaucoup Mahaddine Khaledi, directeur exécutif du Secours islamique, Merci d'être venu vous confier à nous. Et puis on vous souhaite bon voyage. Là, je sais que vous allez repartir un petit peu à droite à gauche. Le Ramadan, il y a à Rome, parce que le directeur général du FAO nous invite justement pour la Corne d'Afrique. Donc jeudi on a une réunion à Rome. D'accord, bah bon voyage en tout cas, et bon Ramadan, Sahamdanek et Sahamtolok pour ce soir. Et à très vite, merci beaucoup Mahaddine. Merci Christophe de m'avoir invité, et puis Sahamtolkom à tous. Merci, à bientôt.